passer à notre grande conférence de ce soir, pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Attali. Une présentation détaillée de notre conférencier nous emmènerait jusque tard dans la soirée. Et sachant que plusieurs d'entre vous connaissent déjà qui son action, qui ses écrits, je me contenterai de vous dire ad minima que Jacques Attali est un homme qui cultive de très nombreux talents. Économiste, professeur, écrivain, acteur, enseignant, musicien, chef d'orchestre, éditorialiste. C'est également un analyste fin et écouté de la géopolitique et de l'économie mondiale actuelle. Formé à l'École Polytechnique, il est ingénieur du corps des mines, puis à l'ENA. Il fait ensuite un doctorat en sciences économiques et devient à la fois professeur d'économie et haut fonctionnaire de l'État français. Comme c'est probablement le cas pour plusieurs d'entre vous ici ce soir, c'est pourtant sa présence auprès du président François Mitterrand dès avant son élection en 1981 qui nous fera connaître le personnage public. Il sera son conseiller spécial pendant de très nombreuses années et même son représentant au G7. L'important, c'est l'impact considérable de Jacques Attali dans la politique et l'économie française et même bien au-delà, ont continué depuis sans relâche et sur plusieurs fronts, de son engagement passé et présent pour le développement durable, notamment au sein de son organisation Positive Planet, jusqu'à sa recommandation faite à François Hollande il y a quelques années d'intégrer un certain Emmanuel Macron comme conseiller à l'Élysée. Jacques Attali est ce que nos voisins appellent parfois une force de proposition, mais il est avant tout, semble-t-il, un intellectuel qui pense le monde futur en dehors des dogmes, des chapelles politiques et de la pensée unique. Un aspect déterminant de sa personnalité fut, à mon avis, résumé en 3 mots, sous la plume de Philippe Dupuis dans un de ses mots croisés du journal Le Monde, il y a quelques mois. Il s'agissait bien entendu d'un mot en 6 lettres, qui commençait par la lettre A, et dont la définition était « Jacques, l'antifataliste ». Il m'a semblé en effet que cette définition reflétait une des forces motrices de notre invité de ce soir, ce besoin quasi-ontologique de proposer, d'améliorer, de lutter contre toutes les petites et les grandes fatalités. Tout cela passe bien entendu par l'éducation, mais une éducation à l'éducation, plus peut-être qu'une éducation du savoir et de la connaissance pure. Dans le blog que Jacques Attali tient au sein du journal L'Express, et que je vous recommande vivement, il discute récemment de ce point précis en écrivant, je cite, « Au fond, la seule chose qui mérite vraiment d'être enseignée, et qu'on ne trouve pour le moment dans aucun manuel ni aucun concours de spécialité, c'est l'esprit critique. Je rêve, ajoute-t-il, d'un professeur dont la seule discipline serait l'indiscipline. » Ce soir, Jacques Attali va nous parler de notre société des hommes face à l'intelligence artificielle. Au nom de la Fondation Latsis International, j'aimerais vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et je vous donne la parole. Je vous remercie. Après une présentation aussi généreuse et indulgente, je ne peux que vous décevoir et je m'en excuse à l'avance. C'est un grand honneur pour moi de me retrouver ici, surtout après avoir entendu tellement d'exposés sur l'intelligence humaine et pas l'intelligence artificielle, qui donne de l'espoir sur la suite. Si j'ai souhaité, quand on m'a demandé de choisir un sujet de conférence, parler de celui-là, c'est parce que c'est un sujet à la fois d'une extrême actualité, mais en même temps qui nous amène à réfléchir à des sujets qui nous dépassent largement. Et aussi, et peut-être surtout, parce que c'est un sujet très enthousiasmant et très réjouissant, parce que pour la première fois depuis longtemps, je trouve, on prend un problème à temps. Il y a tellement de problèmes que l'humanité a pris trop tard, très tard, comme le problème du climat, le problème de la pauvreté, beaucoup d'autres qui nous sont venus de travers les temps et qui ont abouti parfois à des guerres. Là,
L'intelligence artificielle, si vous ne retenez qu'un très faible parti de ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est très important, mais pas très urgent. Ah, si ce n'est pas très urgent, on peut s'en aller et penser à autre chose. Non. C'est justement parce que ce n'est pas très urgent qu'il est très important de s'en occuper maintenant et de faire en sorte qu'on prenne les devants. Et c'est aussi quelque chose qui nous amène à avoir un peu plus confiance dans l'avenir. Je suis très heureux que vous ayez cité cette définition de mots croisés que je ne connaissais pas, même si j'ai une passion pour Diderot. C'est que nous avons peut-être commencé à nous rendre compte que nous avons pris depuis quelque temps les problèmes trop tard et que maintenant il est temps de voir les problèmes devant nous. Je dirais tout à l'heure que l'intelligence artificielle n'est pas et de loin le seul problème que nous avons à affronter, qu'il s'inscrit dans un paradigme, dans une histoire du monde beaucoup plus vaste. Mais malgré tout, concentrons-nous pour l'essentiel de cette conversation sur ce sujet que je replacerai ensuite dans une perspective un peu plus vaste. Concentrons-nous sur lui pour nous permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui on en parle, pourquoi vous êtes si nombreux à être venus m'écouter en parler, pourquoi il touche des cordes très sensibles et pourquoi peut-être nous avons encore les moyens d'empêcher qu'il soit tragique. Pour l'intelligence artificielle, il y a 1000 définitions possibles, c'est un mot valise, il me fait penser à ce que le lapin Humpty Dumpty dit dans Alice au pays des merveilles. La question n'est pas de savoir ce que ce mot veut dire, la question est de savoir qui est le maître, lui ou moi. Nous sommes les maîtres des mots, nous pouvons décider de vouloir leur donner le sens que nous souhaitons. Pour moi, une intelligence artificielle, c'est d'abord une machine capable d'apprendre. Alors, c'est une définition assez étroite, mais malgré tout, je crois que c'est la meilleure possible. Et lorsqu'une machine est capable d'apprendre, elle peut aller plus loin, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, une machine capable d'apprendre, et lorsqu'elle va plus loin, c'est lorsqu'elle serait ou sera éventuellement un jour capable de prendre conscience d'elle-même, d'avoir une autonomie propre, et non seulement d'apprendre, mais de décider pour elle-même. Machines capables d'apprendre, qui sont le résultat d'une évolution assez longue de nos capacités informatiques, sont devenues, ou sont depuis quelques semaines, quelques mois, particulièrement à la mode, puisqu'on les trouve capables de faire des choses de plus en plus spectaculaires. On avait dit que jamais une machine ne battrait l'homme au jeu d'échecs, il l'a fait. On a dit ensuite que jamais une machine ne battrait l'homme au jeu de Go, parce que c'est un jeu beaucoup plus fondé sur l'intelligence de l'intuition que sur l'intelligence logique. Une machine l'a fait. On sait maintenant qu'une machine peut conduire une automobile, un avion, un bateau. On sait qu'une machine peut apprendre très vite un grand nombre de choses et on se demande jusqu'où cela ira. Et c'est jusqu'où cela ira qui entraîne un vertige de peur et de panique qu'on voit surgir récemment à deux niveaux très différents. Peut-être même, pour être plus clair, dirais-je 3 niveaux. Le premier niveau, c'est toutes ces automatiques, ces machines automatiques, ces machines apprenantes vont pouvoir exercer des métiers que les hommes exercent aujourd'hui et ces métiers vont disparaître. Il est clair qu'un grand nombre d'activités humaines vont pouvoir être exercées par des machines qui vont apprendre à répondre à nos questions, à accumuler des expériences et des connaissances et à pouvoir prédire. Et donc on voit bien qu'un certain nombre de tâches de secrétariat, de conduite de machines, d'activités même qui peuvent paraître loin de toute activité proprement automatisable, comme les activités d'avocat, de médecin, d'ingénieur, de conseil, vont être très largement touchées par cette capacité que la machine aura d'apprendre et ainsi d'accumuler un grand nombre de données et de prendre la meilleure, ou de conseiller la meilleure décision possible, mieux qu'un homme, dans beaucoup de domaines. Et donc, première inquiétude, beaucoup d'emplois vont disparaître et il y a cette certitude annoncée d'une disparition, alors que certains chiffrent à 50% des emplois d'aujourd'hui, 80% dans 2030, en 2050, on n'en sait rien. En réalité, ce qui est sûr, c'est qu'un grand nombre de tâches, et non pas de métiers, vont disparaître, de tâches que nous accomplissons. Ces tâches vont disparaître et les métiers vont évoluer. Mais il y a quand même une vraie inquiétude justifiée sur le fait qu'on pourrait avoir un petit nombre de métiers qui surgissent, qui sont liés à des compétences très fortes, en particulier celles
qui consisteront à concevoir ces machines, et que pour le reste de l'humanité, elle sera réduite au chômage, d'où le fait que ceux qui pensent ces machines sont favorables à ce qu'on taxe les robots, entre parenthèses, taxer les robots plutôt qu'eux-mêmes, qui sont les milliardaires qui sont derrière ça, c'est facile à conseiller, et ensuite à faire en sorte que les autres, pas eux, bénéficient d'un revenu universel qui leur laissera bénéficier du reste des richesses. Vous comprenez où je suis dans ce débat. Il y a donc cette menace de voir une humanité perdre ses compétences, perdre son métier, mais on peut répondre à ça que c'est pas nouveau. Depuis que la roue est apparue, il y a des tâches qui ont disparu. Depuis que la machine à vapeur est apparue, il y a des métiers qui ont disparu. À chaque fois, il y a eu des évolutions et à chaque fois, d'autres métiers sont apparus. Du temps libre a été rendu possible, l'espérance de vie a augmenté et la vie des hommes a pu évoluer tant bien que mal, avec évidemment un usage négatif des technologies nouvelles, mais aussi un usage positif qui a permis de créer à la fois des emplois nouveaux liés aux technologies nouvelles et à des savoirs nouveaux, mais aussi libérer du temps pour des activités beaucoup plus libres que le travail. Puis il y a une deuxième forme de peur liée à l'intelligence artificielle, qui est de dire l'intelligence artificielle, comme toutes les activités, ça va se développer d'abord et surtout pour l'industrie militaire. Et en effet, quand on regarde l'histoire des activités humaines, c'est très souvent pour l'industrie militaire que ça s'est développé, la roue. Ça commence avec le char, le feu, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi, enfin la maîtrise du feu, et on peut faire une histoire de l'humanité uniquement avec l'histoire des innovations militaires. Et si l'intelligence artificielle trouve sa place dans le domaine militaire, c'est qu'elle permet de tuer sans être tué. Or, le propre d'une armée moderne, c'est que, en tout cas dans les pays développés, c'est que plus personne ne veut mourir. Retenez bien ça, parce que c'est le fil conducteur, cette banalité est le fil conducteur de mon exposé. Plus personne ne veut mourir, et en particulier plus personne ne veut mourir à la guerre, sauf quand on a des raisons de mourir parce qu'on espère une immortalité ultérieure, et c'est une autre source de légitimité sur laquelle nous aurons encore à parler plus tard. Donc, plus personne ne veut mourir, d'où l'idée que les armes doivent devenir automatiques, et d'où l'idée de remplacer les armes portées par des hommes par des armes portées par des robots. Et donc on imagine assez volontiers des armées entières de tueurs qui ont commencé déjà d'une certaine façon avec les drones, tueurs avec un pilote caché mais qui pourrait ne plus l'être, enfin ne plus exister du tout. On peut très bien imaginer que même le pilote qui est caché dans une cabine au fin fond du Texas ou ailleurs soit remplacé par une machine qui décide en fonction de la structure de la cible qu'il détecte de tirer. Et à ce moment-là, on est confronté à un risque. Si la machine peut décider toute seule de tuer, qui tuera-t-elle? Pourra-t-elle prendre la décision de tuer toute seule sans que les hommes qui l'ont chargée et lui ont donné ce pouvoir interviennent? Qu'une voiture autonome pourra décider elle-même, lorsqu'elle est confrontée à des piétons, de choisir qui elle tue, des enfants, des vieux, passer au milieu, s'arrêter, comment définir l'ensemble des critères de décision qui permettraient de décider qui une machine va pouvoir tuer. Et puis on peut avoir plus encore l'idée que la machine pourrait prendre conscience, donc devenir non pas seulement une machine apprenante, mais une machine ayant conscience d'elle-même, qui, à ce moment-là, ayant conscience d'elle-même, prendrait le soin ou le désir de prendre le pouvoir sur les hommes, déterminer ce qu'il faut faire d'eux et agir en conséquence, y compris s'en débarrasser. On peut même imaginer que dans une phase intermédiaire, la machine ayant appris tout ce qu'elle a à savoir, ayant appris à tuer, n'ayant pas encore du tout le désir de tuer les hommes, mais ayant appris un instinct de survie, se mettent à lire tout ce que les uns et les autres ont dit, y compris moi, sur le fait qu'une machine ne doit pas être laissée en situation de tuer, et donc décide de tuer par pure légitime défense, pour se défendre contre l'éventuelle décision que les hommes prendraient de la tuer. Et c'est pour ça qu'on en est aujourd'hui à voir apparaître face à cette menace potentielle forte de l'intelligence artificielle, que certains situent en appelant ça une singularité, avec précision 2030 ou avec une autre précision 2043, chiffre tout à fait fantaisiste, l'idée du moment où on passerait de l'intelligence artificielle faible à l'intelligence artificielle forte, où elle aurait conscience d'elle-même et où elle pourrait
prendre les devants. Et donc l'idée d'arrêter ça tout de suite, de déclarer un moratoire, de ne plus faire cela. On trouve des gens extrêmement importants, porteurs de ce message, puisqu'il est à la fois, excusez du peu, Elon Musk, Bill Gates et Stephen Hawking, qui sont parmi ceux qui portent ce message en disant « arrêtons tout de suite ». Si on avait pu avoir ce même message il y a 40 ans à l'égard du pétrole et du gaz carbonique, on n'en serait pas là en termes climatiques, mais c'est une autre question. On en est là sur ce sujet, et il m'arrive parfois de penser qu'il est frappant de voir des gens dans cette situation demander ça, un petit peu comme si des présidents de sociétés produisant du tabac demandaient un moratoire sur le tabac pour l'avenir. En tout cas, cette question est pendante, elle est là, et c'est bien la question qui motive votre intérêt pour le sujet, je suppose. Faut-il interdire l'intelligence artificielle maintenant, avant qu'il ne soit trop tard? Je pense d'abord qu'il faut raison garder dans ce processus. C'est vrai que cette tendance est là, c'est vrai que cette tendance existe, c'est vrai qu'elle s'inscrit dans une très longue tendance de l'histoire humaine, qui est que, si on regarde l'histoire humaine longue, j'ai souvent pensé qu'on pouvait la résumer en une tentative de traduire l'homme en un robot, ou plus exactement traduire l'homme en un artefact. Et progressivement, tous les progrès humains ont conduit à artificialiser une dimension de la vie, en commençant par artificialiser les conditions de la naissance, puis à créer les conditions d'une naissance de plus en plus artificielle, y compris la sortie progressive du corps humain de l'utérus maternel, puis le clonage, et puis toutes ces dimensions d'artificialisation génétique, et aussi d'une artificialisation proprement électronique par le biais des prothèses de toute nature qui nous envahissent et qui créent les conditions d'un transfert de l'être humain vers un objet pour une raison extrêmement profonde, c'est que chacun d'entre nous sommes mortels, tous ceux qui sont dans cette salle seront morts un jour, mais les objets qui sont dans cette salle ne seront pas morts, ils seront encore là. Et donc nous avons ce fantasme absolu de penser que si nous étions un objet, nous ne mourrions pas. Et donc nous voulons progressivement, et c'est le sens de l'histoire humaine depuis très longtemps, depuis toujours, devenir immortels. On pense encore l'immortalité dans l'au-delà, mais ceux qui pensent l'immortalité dans le présent le pensent soit par l'immortalité dans la présence physique sur Terre avec l'allongement infini de l'espérance de vie, soit le pensent dans l'immortalité infinie de la conscience de soi, qui serait non pas poursuivi dans la conscience de soi du corps qui serait rendu éternel par l'immortalité du corps, mais de la conscience de soi qui serait rendue immortelle par son transfert dans un objet matériel. Et donc, il y a au bout du raisonnement sur l'intelligence artificielle et sur la logique profonde de l'histoire humaine, le transfert de la conscience de soi dans un objet, dont on supposait qu'il ne serait pas branché sur l'électricité avec une prise, parce que c'est trop facile à débrancher, mais qui aurait une autonomie énergétique absolue qui lui donnerait cette possibilité d'être immortel. Et évidemment, il y a dans la réflexion sur l'intelligence artificielle, si on la considère d'une façon purement individualiste, une étape dans ce fantasme ou dans cette destinée humaine qui est d'atteindre l'immortalité par le transfert de la conscience de soi dans un objet. Il est évident que ceci, on en est très loin et que ça renvoie aussi à beaucoup d'autres fantasmes qui sont les fantasmes du robot, tel qu'il a été conçu au XVIIe puis au XVIIIe siècle, très curieusement d'ailleurs dans le même pays où s'est trouvée apparaître la légende du golem. Le robot est un mot tchèque, la légende du golem apparaît dans les communautés juives tchèques. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la raison de cette simultanéité, et la raison très profonde qu'on trouve aussi dans beaucoup d'autres textes anciens, en particulier dans la Kabbale, au IIe siècle de notre ère, où il y a cette idée d'un homme fabriqué à partir des lettres, des lettres qui permettraient de fabriquer un être humain qui, dans la légende du golem, échappe à l'homme et devient un ennemi de l'homme qu'il est au départ chargé de surveiller, mais il lui échappe. Et donc il y a cette idée qui est très profonde, qu'on retrouve dans les civilisations indiennes, dans beaucoup de légendes et mythologies un peu partout à travers le monde, cette idée d'une créature de l'homme qui nous échappe. On l'a vu aussi avec quelque chose qui a été écrit pas loin d'ici, à Genève, je veux dire Frankenstein,
il y a cette idée de la création de l'homme qui lui échappe. On en est aujourd'hui extrêmement loin, et ce fantasme doit être relativisé. D'abord parce que pour l'instant, l'intelligence artificielle reste une création humaine, et donc elle est liée à une capacité à faire des actes qui sont déterminés par de la causalité, alors que l'activité humaine ne se réduit pas à de la pure causalité. Il y a beaucoup d'autres interférences. Nous existons, notre cerveau existe, non seulement par notre cerveau et par notre capacité logique, mais par beaucoup d'autres dimensions qui sont en nous, et par nos relations qu'on a avec le reste, avec les autres, qui déterminent notre capacité à agir. Enfin, si on veut bien regarder les chiffres, je parle sous le contrôle des spécialistes ici présents, notre capacité à disposer de moyens de calcul est incommensurable avec celle de tout ordinateur imaginable, avec nos milliards de neurones, de synapses, de relations entre les neurones et entre eux par les synapses et des synapses entre eux, qui donnent l'impression de vertige. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs une expérience qui commence, et on ne sait pas quand elle pourra avoir un résultat intéressant, où on commence à regarder, découper en tranches 100 000 neurones et 1 milliard de synapses d'un rat, une expérience qu'on appelle un micron, qui est intéressante, mais dont on ne sait pas avant 10 ans si elle a la moindre chance de donner quelque chose pour comprendre les relations qui se jouent à l'intérieur du cerveau humain, qui est beaucoup plus profond. Simplement, ce qu'on sait, c'est que ce qui se joue dans le cerveau est beaucoup plus profond que les relations proprement apparentes entre l'extérieur et le cerveau, qu'il y a des relations internes qu'on commence à peine à balbutier dans leur connaissance, qui sont plutôt des boucles rétroactives internes qui renvoient à des choses qu'on comprend mal, qui donnent plutôt le sentiment qu'une part importante du cerveau s'occupe à prévoir l'avenir plus qu'à analyser ses relations avec l'extérieur. On en est très loin. On peut, face à cela, se dire que, bon, on peut être rassuré, nous ne sommes pas en situation de pouvoir faire une intelligence artificielle, et il faut donc être tranquille, rien ne se passera. Il n'empêche, il est vraisemblable que si on laisse se développer l'intelligence artificielle comme elle est, d'abord il n'y a pas de raison qu'elle doive ressembler au cerveau humain pour évoluer. Elle peut très bien, comme tout être doté d'une capacité d'évoluer, évoluer différemment. Il est frappant de voir que quand on regarde l'évolution de la vie après chaque extinction d'espèces, chaque extinction massive, il y a une résurgence de la vie qui n'a pas été une réplication à l'identique de ce qui s'était produit antérieurement. Donc on peut très bien imaginer qu'une intelligence artificielle se développe sans avoir besoin de retrouver le même chemin que le cerveau humain, qu'elle développe un cerveau très puissant mais complètement différent du nôtre, et donc ça ne voudrait pas dire que nous en sommes protégés. Donc la question de savoir si l'intelligence artificielle peut devenir menaçante est claire. Pour moi, la réponse est oui. Est-ce qu'elle peut être utile? La réponse est oui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où je voudrais le replacer dans un contexte plus vaste qui est peut-on mettre l'intelligence artificielle au service de l'humanité? Et cette question de au service de l'humanité est pour moi très importante parce qu'elle va renvoyer, vous allez voir, à un certain nombre de questions extrêmement profondes et qui vont nous interroger. Vous avez eu la gentillesse de mentionner la fondation dont je m'occupe, Positive Planet. C'est une fondation qui travaille à la promotion de ce que nous appelons l'économie positive, c'est-à-dire l'économie qui travaille dans l'intérêt des générations suivantes, et en particulier qui travaille à aider les plus vulnérables à devenir eux-mêmes, se libérer des contraintes et réussir leur vie. Mais il faut quand même, dans ce cas-là, définir ce que ça veut dire que travailler au service de l'humanité. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le bien commun? Y a-t-il quelque chose comme un bien commun qui peut être défini? Et y a-t-il encore plus un bien commun qu'on peut définir au service des générations suivantes? Est-ce qu'on peut avoir l'audace de dire aujourd'hui, ici et maintenant, pour toujours, voici le bien commun, il est universel pour tout le monde et il sera universel dans l'avenir? C'est évidemment extrêmement difficile que de faire cela. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a des bases qui sont sûrement communes à hier, aujourd'hui et demain. C'est
que de faire en sorte que l'humanité ne disparaisse pas. Et donc, tout ce qui pourra conduire à éviter la violence, éviter la mort, éviter des épidémies, est bienvenu. Donc, au moins, la survie, le service de l'humanité, c'est la survie de l'humanité. Tout ce qui permettra de faire en sorte que l'humanité survive fait partie de ce qui doit être au service de l'humanité. Donc, ce qui nous amène à penser que mettre l'intelligence artificielle ou toute activité humaine, quelle qu'elle soit, au service de l'humanité, ça pourrait être soit de faire de l'homme une intelligence artificielle qui est capable de combattre ou d'être au même niveau que l'homme. C'est la réponse que font certains comme Elon Musk, et de dire eh bien, donnons à l'homme tous les moyens d'intelligence artificielle en faisant en sorte qu'on lui greffe dans son cerveau l'ensemble des moyens de calcul qu'une intelligence artificielle pourrait avoir, ou tout autrement, dire au moins pour mettre l'intelligence au service de l'humanité, il faut créer les conditions pour que demain et aujourd'hui, mais surtout demain, l'intelligence artificielle ne nuise pas, primum non nocere. D'abord que l'intelligence artificielle ne nuise pas à l'humanité. Et pour qu'elle ne nuise pas à l'humanité, bon, il y a un certain nombre de principes qu'on pourrait imaginer de faire respecter. Je rappelle à ceux qui ne les connaîtraient pas que cette réflexion, qui est très ancienne, a été théorisée d'une certaine façon déjà par Asimov, qui, au début des années 40, avant même d'écrire sa succession de chefs-d'œuvre, a évoqué 3 lois qu'il a fait ensuite évoluer en 4 lois pour les robots, pour les intelligences artificielles, et qui sont des lois qui restent d'une extrême validité, qu'on pourrait imposer à toute machine apprenante, à toute intelligence artificielle. Premièrement, ne pas laisser une intelligence artificielle faire quelque chose qui soit contraire à l'humanité, porter atteinte à l'humanité. Deuxièmement, ne pas laisser une intelligence artificielle faire quelque chose qui soit contraire à un homme. Troisièmement, ne pas faire quelque chose qui puisse nuire à l'homme qui lui donne des ordres. Et dernièrement, si les 3 conditions sont respectées, se protéger soi-même. Donc, ne pas nuire à l'humanité, ne pas nuire à un homme, obéir aux ordres de l'homme qui lui donne des ordres, et ne pas se nuire à soi-même. 4 règles de base, qui sont les règles d'Asimov, et qu'on peut vouloir imposer à toute intelligence artificielle. Quand on y réfléchit, ces règles sont de bon sens, mais sont-elles suffisantes? Ne pas nuire à l'humanité, est-ce que ça suffit? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas nuire à l'humanité? Est-ce que ça veut dire ne pas nuire maintenant? Est-ce que ça veut dire ne pas nuire à terme? Qu'est-ce que c'est ne pas nuire à terme à l'humanité? Est-ce qu'on sait ce que c'est que ne pas nuire à terme? Est-ce qu'il ne faut ne pas nuire qu'à l'humanité? Les règles d'Asimov sont extraordinairement anthropomorphiques. On peut très bien ne pas nuire à l'humanité, mais nuire à la planète, nuire au système solaire, nuire aux animaux, nuire à la nature. Ne faudrait-il pas introduire des règles plus vastes encore et dire ne pas nuire à la nature? Mais ne pas nuire à la nature, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait interdire à une machine apprenante de couper un arbre? Parce que c'est nuire à la nature. Donc il y aurait toute une série de règles à préciser. Donc ces règles de base doivent être mises là, mais elles ne suffisent pas à être assez précises. Je pense que parmi les règles du primum non nocere, en dehors de ces règles-là, il y a d'abord une règle fondamentale, c'est qu'une intelligence artificielle doit pouvoir en permanence être débranchée. Il faut qu'on puisse faire en sorte qu'elle soit débranchée. C'est-à-dire qu'il faut que l'humanité, ou l'homme, ou celui qui l'a créé, dispose toujours d'une porte d'entrée qui lui permet d'entrer à l'intérieur et de la faire cesser d'être active. Il faut donc mettre en place des mécanismes de sécurité aussi vastes que possible qui permettent de le contrôler. Il faut aussi sans doute, et c'est très complexe à imaginer, vérifier qu'une intelligence artificielle n'acquiert pas un instinct de survie. Donc je disais tout à l'heure qu'il était très dangereux, puisque si une intelligence artificielle acquiert un instinct de survie, elle devient dans ce cas-là capable de préempter et d'agir en état de légitime défense. Lorsqu'on a mis ces règles en place, qui pour l'instant ne sont nécessaires qu'en théorie et qui mériteraient
d'être creusé, ou en tout cas d'être défini dans une charte internationale, comme il existe aujourd'hui une charte internationale à l'UNESCO pour protéger la biodiversité, comme il existe une charte internationale pour protéger l'humanité. Il n'existe pas encore de charte internationale pour protéger la vie tout court, et il n'existe pas non plus de charte internationale pour limiter les droits et les pouvoirs d'une intelligence artificielle. Il est donc pour moi extrêmement urgent que les juristes et les diplomates se réunissent pour définir une telle charte. On sait ce qu'il en est des chartes de ce genre. La charte de la biodiversité de l'UNESCO comme la charte des droits de l'homme ne sont pas respectées, mais elles ont au moins le mérite de fixer des règles et d'être mises en place. Aujourd'hui, à l'intérieur de ce contexte, personne ne peut nier que l'intelligence artificielle est utile dans les limites de ce qu'elle peut faire aujourd'hui et de ce qu'on peut penser qu'elle va faire dans les 10 ans qu'elles viennent. Elle est formidablement utile pour permettre d'améliorer la qualité de la médecine, en permettant de prévoir beaucoup mieux et donc de faire basculer des dépenses de santé, des dépenses de soins vers des dépenses de prévention. Elle est formidablement utile dans la prévention de la criminalité. Elle permet d'ores et déjà d'avoir une analyse très stupéfiante des conditions dans lesquelles un crime peut être commis. Il y a aujourd'hui des crimes dont on a décelé la probabilité qui ont pu être empêchés par la mise en œuvre de moyens de police spécifiques, là où l'intelligence artificielle avait détecté qu'elle pouvait être. Il y a même aujourd'hui une intelligence artificielle assez sommaire, mais qui commence à se sophistiquer, qui est en place en Inde pour détecter les villages dans lesquels il est vraisemblable qu'une petite fille de 6 ans va être enlevée, car on enlève une petite fille de 6 ans toutes les 3 minutes dans un village en Inde en raison du décalage de sexe entre les hommes et les femmes. Et il y a des techniques qu'on peut dire d'intelligence artificielle qui permettent, en fonction de la nature du village, la forme du village, des habitants, de sa proximité à d'autres lieux où ce genre de crimes ont eu lieu, de détecter quand ils vont avoir lieu. Il y a donc beaucoup de moyens que l'intelligence artificielle va permettre de prévoir. Évidemment, il y en a d'autres en matière militaire, d'autres en matière de prévision économique, de prévision de toute nature, qui sont extrêmement utiles dans les activités commerciales. Tous les calculs qui ont été faits ont montré que, à la louche, l'intelligence artificielle va rapporter 1 point de croissance par an dans les 10 ans qui viennent. C'est beaucoup, c'est énorme. Ça veut dire que si on le met en place, la croissance de l'économie mondiale sera d'1 point de plus. Mais les conséquences sont beaucoup plus profondes qu'un point de PIB. C'est une transformation profonde du mode de vie. Par exemple, le fait que grâce à l'intelligence artificielle, nous pourrons très bientôt entendre quelqu'un parler dans une langue, dans une autre langue, dans toutes les langues, que nous pourrons très bientôt, et ça commence, agir sur un ordinateur par transmission de pensée, et ça commence, tout cela n'est pas de la science-fiction, tout ça évidemment transforme nos modes de vie d'une façon beaucoup plus profonde que simplement la prévision. On peut aussi imaginer qu'on puisse aller vers utiliser une intelligence artificielle pour développer, et là aussi ça commence à se faire, des comportements altruistes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'une intelligence artificielle se mette à la place de l'autre dans une négociation et vous dise voilà comment l'autre pense. Et vous aide non seulement à mieux négocier, mais à mieux comprendre et à créer les conditions, si on est optimiste ou positif, d'un accord plus grand, je comprends mieux le point de vue de l'autre, soit si on est plus cynique, savoir comment le convaincre en utilisant des arguments qui le convainquent et le trompent. Mais il y a aujourd'hui un travail sur l'intelligence artificielle au service de l'empathie, et non pas une intelligence artificielle empathique, mais une intelligence artificielle au service de l'empathie qui commence à exister d'une façon puissante. On peut aussi imaginer qu'on puisse mettre une intelligence artificielle au pouvoir et qu'on puisse, dans une organisation, dire, eh bien, une intelligence artificielle saura mieux que moi quelle décision prendre. On le fera bientôt dans une automobile, on le fait déjà dans un bateau, on le fera bientôt dans un avion, et les passagers apprendront à accepter qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, il n'y a même plus de pilote au sol pour piloter l'avion, c'est déjà possible. Et vous serez les derniers peut-être à savoir que c'est le cas dans l'avion où vous êtes. Mais on peut aller encore plus loin et imaginer de donner le pouvoir dans une organisation à une intelligence artificielle.
Naturellement, on en est loin, pas tout à fait, puisqu'il y a 2 ans déjà, un fonds d'investissement de Hong Kong a donné officiellement un siège à son conseil d'administration à un robot, qui lui a donné des conseils d'investissement, et comme par hasard, il a conseillé d'investir dans des sociétés de robots. Ce qui a montré nous sommes tous partisans et que pour ceux d'entre vous qui fréquentent ce genre d'organisation, chacun a ses biais. Le robot n'est pas moins humain que les autres. Mais il y a aussi, on peut aller plus loin, et il y a tout un travail absolument fascinant qui a commencé sur ce qu'on appelle friendly artificial intelligence, qui est fait par toute une série de chercheurs, dont un certain Eliezer Yudowsky, que je vous conseille de lire si vous vous intéressez à cela, et qui développe toute une série de concepts et de logiciels ou de paradigmes sur comment apprendre une morale aux machines, comment faire en sorte qu'elles se conduisent d'une façon éthique, comment faire en sorte qu'elles apprennent d'une façon à être utiles. On voit donc tout le champ du possible négatif, tout le champ du possible positif. On voit ce qu'il y a à faire pour que l'intelligence artificielle aille dans la bonne direction. On voit le champ de négociation, le champ de progrès technique qui est en cours. Mais en même temps, peut-être faut-il faire un peu une pause sur ce sujet et se dire, après tout, faut-il vraiment mettre l'intelligence artificielle au service de l'humanité? L'humanité le mérite-t-elle? L'humanité est-elle bonne? L'humanité est-elle gentille? Est-elle altruiste? Quand on regarde l'histoire de l'humanité depuis l'aube des temps, on s'aperçoit que l'humanité ne se conduit pas forcément très bien, et les hommes non plus. Et si on dit, oui, mais il suffirait que l'intelligence artificielle fasse comme les hommes pour que tout se passe bien, on est sûr du contraire, puisque les hommes font que tout se passe mal. Ne faudrait-il pas, au contraire, imaginer une intelligence artificielle qui agisse contre les pulsions barbares, cyniques, sadiques, monstrueuses de l'homme? Ne faudrait-il pas, au contraire, imaginer une intelligence artificielle sage et sereine, indifférente aux passions humaines, qui nous guiderait dans la bonne direction? Évidemment, ça ouvre à des sujets encore plus vertigineux. Mais un sujet plus limité qui se pose ici, qui est celui du rapport entre l'intelligence artificielle et la mort. J'ai dit tout à l'heure que l'intelligence artificielle correspondait au fantasme absolu du rapport à la mort par le transfert de la conscience de soi. On en est loin, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est que la conscience de soi, on ne sait pas s'il y a des séparables du corps, si ça existe, si c'est quelque chose qui a du sens, sinon que nous avons conscience d'être quelque chose, donc ça a un sens en tout cas par rapport à notre paradigme interne, mais on ne sait pas plus. Mais pour être plus direct, plus modeste et plus concret dans notre rapport à la mort, on peut se poser la question de savoir quel rôle l'intelligence artificielle peut ou doit jouer dans la décision de mort que prennent les médecins. Et que, en particulier dans un pays comme la Suisse, chacun peut prendre avec un protocole très particulier qui n'existe pas dans mon pays, mais qui existe ici. Peut-on imaginer qu'on donne plus de pouvoir à des machines apprenantes dans ces prises de décision? Peut-on imaginer que des machines apprennent tellement de choses que, examinant un cas, elles pourront dire, au regard de tous les cas qu'elles connaissent, que oui, cette personne a X mois, années à vivre, Y degré de douleur dans Z semaines, et que cocktail fait, ça veut dire que la décision finale doit être prise dans T minutes ou T années. Peut-on imaginer que une telle machine existe? Sans aucun doute. Peut-on imaginer qu'elle serve de conseil au médecin et à celui qui a à prendre une décision pour lui-même? Sans aucun doute. Peut-on pousser plus loin jusqu'à dire que la machine pourrait prendre la décision à la place de celui qui ne voudra pas la prendre par peur d'avoir à la prendre? J'espère que non. J'espère que non. Je souhaite ardemment que non, et que cette décision ultime reste toujours celle de l'homme,
concerné, quand il peut encore la prendre, et de ses proches quand il ne peut pas, et que ça ne soit jamais la décision d'une machine qui pourrait aussi la prendre, et c'est un cauchemar que j'ai évoqué il y a longtemps, pour des raisons d'équilibre économique du coût des dépenses de santé qui seraient subrepticement liées intégrées dans les critères de décision. Mais on voit bien qu'il y a là cette réflexion profonde sur le rapport à la mort qui ouvre à la question de savoir si l'homme accepte de confier à la machine un pouvoir sur sa vie et sa mort, accepte de confier un pouvoir sur lui-même, accepte ce que la Boétie appelait très joliment la jouissance de la servitude. La jouissance de la servitude pour être débarrassé des décisions les plus difficiles. Alors, il me semble que face à cela, puisque nous avons le temps, qu'il nous reste sans doute 15 à 20 ans avant que les choses s'emballent et aillent très vite vers l'irréversible du scénario catastrophe, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons à faire une réflexion sur une charte internationale des droits de l'intelligence artificielle, droits et devoirs. Nous avons une réflexion à faire sur ce que signifie être au service de l'humanité, de la vie et de l'écrire. Et puis, et peut-être surtout, nous avons à faire en sorte que nous ne contentions pas de la paresse de l'esprit qui consiste à croire que transférer le savoir dans une intelligence artificielle est la réponse à tous nos problèmes. Il y a surtout deux chantiers majeurs qui méritent d'être menés en parallèle à celui dont je viens de parler. Le premier chantier, c'est que dans l'intelligence humaine, telle qu'on la connaît, il y a très peu d'êtres humains qui ont le privilège d'avoir accès à toutes les potentialités de leur intelligence. Il y a encore des milliards d'enfants qui ne vont pas à l'école. Oh, bien sûr, on leur fait croire qu'ils vont à l'école. Mais quand ils font 2 heures de route par jour à l'aller et autant au retour pour être à 60 dans une classe, ce n'est pas aller à l'école. Il y a des milliards d'enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a des milliards de gens qui sont adultes qui n'ont pas été à l'école. Et donc il y a un potentiel d'intelligence humaine, pas artificielle, qu'il serait extrêmement prioritaire de mettre en œuvre. Et nous avons, si on mettait en réseau toutes les intelligences humaines réelles, beaucoup plus de moyens de calcul, de moyens de réussir, de moyens de faire des choses, de moyens de penser, de moyens de construire, de moyens de créer, que dans toute intelligence artificielle qu'on pourra développer. Et au lieu de mettre des milliards dans des robots fantasmatiques, sans doute faudrait-il mettre beaucoup plus de moyens pour faire en sorte que l'intelligence humaine soit valorisée et non pas laissée en friche. Puis un deuxième chantier qui me paraît très important, c'est que je pense que nous ne connaissons qu'une toute partie de l'intelligence de chacun d'entre nous. Même ceux qui ont eu le privilège, comme ceux qui sont dans cette salle, de faire des études, d'aller à peu près là où ils veulent, de pouvoir connaître les frontières de leur propre capacité intellectuelle, ce n'est qu'une toute petite partie. Le QI ne veut rien dire. Je m'oppose aussi à ceux qui, parmi ceux qui travaillent sur ce sujet, ramènent l'intelligence humaine à une mesure abstraite. Ça ne veut rien dire. Ça ne dit rien de la réalité de l'intelligence. Ça dit qu'une toute petite partie. Il y a beaucoup de niveaux d'intelligence que nous n'exploitons pas. On sait maintenant que faire du sport développe l'intelligence, une intelligence différente. On sait que manger du chocolat développe une autre forme d'intelligence. On sait qu'écouter de la musique, et même écouter de la musique en faisant autre chose qu'écouter de la musique, développe l'intelligence. On sait qu'apprendre plusieurs langues à la fois développe l'intelligence. On sait que méditer développe l'intelligence. Il y a tout un potentiel de savoir sur l'intelligence qui reste complètement en friche. Bien sûr, il y a des gens qui travaillent, c'est l'immense champ des neurosciences, et pour m'être intéressé à ce sujet, je sais combien il reste extrêmement en friche et combien les chercheurs ont peu de moyens. Et puis, au lieu de parler d'intelligence artificielle, je voudrais parler d'autres formes d'intelligence. D'abord, il y a l'intelligence artistique, qui est une intelligence qui
qui nous échappe, mais dont laquelle je crois chacun d'entre nous devrait avoir accès, qui n'est pas réservée à quelques génies de hasard. Il y a en chacun de nous une intelligence artistique, créatrice, du beau, qu'on pourrait développer. Il y a une intelligence aventureuse, audacieuse, transgressante, qui n'est pas comme l'intelligence artificielle dans la pure logique, dans la plus prolongation des tendances, mais qui est dans la transgression. Il y a une intelligence altruiste, qui est dans l'apprentissage, dans l'échange avec l'autre, celle que Platon a merveilleusement décrit, quand on se rend compte que c'est dans l'échange avec l'autre qu'on se découvre soi-même. Et puis il y a peut-être la plus belle des intelligences, c'est l'intelligence amoureuse, celle qui permettra de mettre l'humanité au service de l'humanité. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Attali, pour cette conférence très riche. Monsieur Attali a aimablement accepté de répondre à des questions, s'il y en a dans l'audience. Monsieur, peut-être? J'aimerais revenir à la question sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les structures gouvernementales. Les structures gouvernementales, c'est-à-dire l'impact qu'il peut créer directement sur la décentralisation, par exemple, et la distribution des pouvoirs, à partir des failles qui existent actuellement sur la gouvernance globale, c'est-à-dire cette déficit de moralité, de leadership qui existe actuellement. Oui, on peut très bien imaginer que il n'y a pas de déficit de leadership aujourd'hui. Il y a un conflit entre deux formes de leadership, celui du marché et celui de la démocratie. Et aujourd'hui, c'est le leadership du marché qui l'emporte, et ce sont les entreprises qui sont aux commandes. Et comme il n'y a pas de... Il y a un marché mondial et des États locaux, il n'y a pas d'État mondial, donc nous sommes à l'échelle de la gouvernance mondiale, je pense que c'était ça l'objet de votre question, non pas dans un avion sans pilote, mais dans un avion sans cabine de pilotage. Et donc, ce qui est à faire, c'est d'abord de construire une cabine de pilotage et ensuite de donner un pilote. Alors, il est vrai que l'intelligence artificielle peut donner le sentiment qu'elle est une réponse, puisque le marché fonctionne comme une intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle extrêmement sophistiquée, qui se trompe beaucoup, mais qui est quand même une intelligence très sophistiquée par les choses qu'elle met en relation, avec beaucoup de niveaux différents, qu'il s'agisse des marchés financiers, des marchés de matières premières, des marchés de toutes sortes. Et il y a une intelligence artificielle collective du marché, il n'y a pas d'intelligence artificielle ou réelle dans la gouvernance humaine des choses. Il y a une intelligence artificielle dans la gestion des biens rares privés, le marché, il n'y a pas d'intelligence artificielle ni réelle dans la gestion des biens publics collectifs. Et c'est là que les choses manquent. C'est pourquoi d'ailleurs on assiste aujourd'hui à un retour, pour l'instant tout à fait en pointillé, des gouvernements autoritaires, qui sont une forme d'arbitraire, donc d'intelligence arbitraire, qui vient suppléer l'absence d'intelligence collective globale. C'est pourquoi on peut imaginer la naissance en réponse à cette lacune, d'une intelligence artificielle qui prendrait les commandes de la gouvernance. Mais encore une fois, le marché a cette qualité particulière d'être une intelligence artificielle collective naturelle, fondée par des milliards de gens qui travaillent ensemble et sans qu'on ait besoin de la concevoir, même si elle a besoin qu'on mette des règles, en particulier pour le droit de propriété, mais qu'elle peut fonctionner sans. Tandis que la gouvernance politique a besoin vraiment de règles, c'est vraiment un artefact, c'est vraiment une intelligence artificielle, beaucoup plus artificielle
que l'intelligence du marché, et elle n'existe pas. Et c'est dans ce décalage-là que se situe le risque que vous évoquez. Je ne pense pas que la réponse soit dans la création d'une intelligence artificielle prenant le pouvoir sur les hommes. J'ai dit tout à l'heure pourquoi, même si c'est un fantasme et un risque, parce qu'il pourrait le prendre contre les hommes, mais c'est plutôt aux hommes à construire une intelligence humaine. C'est pas difficile, hein, il suffit de faire à l'échelle de 7 milliards d'habitants ce que les Suisses ont fait à faire à l'échelle de quelques millions. Monsieur ? Oui, là. Voilà. Merci beaucoup. J'écoute votre question, monsieur, mais après je souhaiterais qu'on respecte la parité. Bien sûr. Bon, je peux me transformer en dame si vous préférez. Ça se fait couramment aujourd'hui. Eh bien, surtout en Thaïlande, par exemple. Non. En fait, vous avez mentionné plusieurs fois ici même, vous avez parlé de la Kabbale, de Golem. Régulièrement dans vos écrits aussi, vous parlez de la Torah qui pense à l'avenir. Il y a peut-être un côté mystique là-dedans, mais est-ce que cette intelligence ne serait pas vraiment artificielle, mais elle serait écrite quelque part, et peut-être en prenant la Torah, qui cherche la justice, qui cherche de faire le bien aux hommes, finalement, si elle suit ces règles-là, ça serait une bonne intelligence pour nous tous. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en diriez? Je pense que chacun a le droit à sa foi et à sa croyance, et que ce n'est pas le lieu que d'en parler. Contribue à la parité des questions. Bonsoir, Monsieur Attali. Partagez-vous l'analyse faite par ce spécialiste français des intelligences artificielles, Monsieur Laurent Alexandre, je crois, qui dit dans un ouvrage qui vient de sortir et qui a eu l'occasion de s'exprimer à Genève récemment, que si le système éducatif ne change pas très vite fondamentalement, l'intelligence artificielle va creuser dramatiquement les inégalités sociales et que seuls les gens très intelligents seront complémentaires de l'IA. Je connais bien Laurent Alexandre, qui est un ami depuis 20 ans et avec qui j'ai le privilège d'être souvent d'accord et souvent en désaccord. Et donc, en son absence, je ne peux dire que des choses que j'échange avec lui. C'est-à-dire que je suis d'accord, je le disais tout à l'heure, qu'il y a un gros risque de ce que se creuse un fossé entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Mais pour moi, ce fossé, et c'est là où je suis totalement en désaccord avec lui depuis de longues années, n'est pas entre ceux qui ont un QI et ceux qui n'en ont pas. Je ne crois absolument pas que l'intelligence se résume au QI. Je crois que le QI est lui-même quelque chose qu'on peut travailler, faire changer par l'éducation, et que, encore une fois, le QI n'est qu'une des dimensions parmi 1000 autres de ce qu'est l'intelligence. Je ne suis pas convaincu que la mesure du QI de Mozart ou de Vinci aurait donné des résultats particuliers. Au contraire, je connais beaucoup de gens qui sont des marginaux, qui ont été qui ont fait des avancées. Le QI mesure plutôt l'orthodoxie, la conformité aux normes, et c'est pas par ça qu'on avance. Donc je pense plutôt que le vrai risque, c'est l'absence d'apprentissage. Donner à tous, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance de donner à tous l'accès au savoir, et aussi l'accès à la curiosité, à la découverte, et à la découverte de sa propre forme d'intelligence. Je crois qu'un des grands rôles de l'éducation doit être non seulement d'apprendre les choses de base, mais d'apprendre la curiosité et d'apprendre en quoi on est génial. Je fais le pari antifataliste, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, que chacun des êtres humains sur cette terre, et peut-être aussi chacun des arbres ou des animaux, est génial en quelque chose, et que la tragédie de la condition humaine, c'est que très peu de gens sont mis en situation de découvrir ce qu'ils ont de génial, c'est-à-dire d'unique, qu'ils peuvent apporter d'unique. Une vie n'a de sens que si on y fait quelque chose d'unique. Et très peu de gens sont en situation de pouvoir le faire, et je ne crois pas que la possibilité de faire quelque chose d'unique soit réservée à quelques-uns. Bonjour, je m'appelle Constantin Mratiotis, je suis directeur informatique pour une banque suisse.
Je suis spécialisé dans la sécurité et tout ce qui est intelligence artificielle, deep learning machine m'intéresse et me préoccupe beaucoup. J'ai lu récemment que l'Organisation des Nations Unies allait ouvrir un centre aux Pays-Bas pour gérer et réglementer l'intelligence artificielle. Ça, c'est ma première question. En fait, la question, c'est est-ce que vous pensez que ça va s'implémenter assez rapidement? Et deuxièmement, malgré les réglementations, qu'allons-nous faire des terroristes, des malfaiteurs qui vont utiliser des robots pour tuer des gens, comme vous l'avez très bien dit auparavant? Et comment est-ce qu'on va faire pour que le chômage ne va pas exploser? Ça, c'est une des préoccupations aussi des ONU. Et comme on va aujourd'hui, on va à la Migros, on va à la Coop, au supermarché, il y a des machines à la place de charmantes caissières et caissiers. Et on devrait commencer à taxer chacune de ces machines, peut-être pas au prix d'un salarié, mais assez proche. Voilà, merci. Alors, je crois avoir implicitement répondu à ces questions, mais premièrement, l'ONU est en train de commencer à réfléchir, ça vient plutôt par l'UNESCO que par l'ONU, à ce que pourrait être une charte de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est très bien, il faut que ça commence à entrer dans les gouvernements et j'ai posé les principes de ce qui me paraît être les règles nécessaires. Deuxièmement, je ne crois pas le terrorisme est là, heureusement ou malheureusement, il est de plus en plus présent. Heureusement ou malheureusement, pour l'instant, il n'utilise que des formes très sommaires d'action. Quand on a un peu d'imagination, on réfléchit, on s'aperçoit qu'il y a des formes beaucoup plus sophistiquées qui pourraient être beaucoup plus tragiques, qui pourraient être utilisées, et qui le seront peut-être, mais c'est peut-être pas le lieu que de donner des idées à d'autres. Mais le terrorisme n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour être barbare et mortel. Troisièmement, je ne crois pas que le chômage de masse soit une fatalité. Je ne crois pas que le chômage de masse soit une fatalité. Je ne crois pas que le chômage de masse soit une fatalité. La formation professionnelle permanente est essentielle. Je ne sais pas, et je ne vous pose pas la question, mais je la pose quand même, combien d'anciens élèves de cette université viennent tous les ans suivre des cours, parce que je peux vous le dire, parce que vous le savez peut-être, mais vous refusez de l'admettre pour certains d'entre vous, ce que vous avez appris dans cette université ne vaut plus rien 5 ans plus tard. Et donc, il est très important que vous continuiez à apprendre, et vous ne pouvez pas continuer à apprendre si vous ne venez pas à l'université, sinon vous allez apprendre par des méthodes qui sont purement utiles à votre employeur et pas libérateurs pour vous-même. Donc, l'université doit devenir un lieu de formation permanente, la formation initiale étant accessoire. Vous aviez une dernière question que je crois avoir oubliée, qui était... Pardon ? L'impôt. Je ne crois pas du tout à l'impôt sur les robots. Je crois que c'est une mauvaise idée. Je crois qu'il vaut mieux taxer ceux qui gagnent de l'argent avec les robots que taxer les robots. Nous allons nous arrêter là. J'ai peut-être une dernière petite question à poser à Jacques Attali, qui en fait résume beaucoup des questions qui ont été posées sur le hashtag #LATSIS-UNIGE. Si l'intelligence artificielle dirigeait la France, serait-elle de gauche ou de droite? Si elle était gouvernée par le seul QI, elle serait de droite. Si elle était amoureuse et altruiste, elle serait de gauche. Bien. Bien, mesdames et messieurs, laissez-moi remercier une fois de plus Jacques Attali de s'être déplacé à Genève et de nous avoir donné cette conférence magistrale. J'aimerais aussi remercier l'Université de Genève et Yves Luquiger, son recteur, de nous accueillir. Et je vous invite tous maintenant à boire un apéritif à l'étage. Merci.